Pour ce club, comme tous les lundis, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on est ravis de vous retrouver, Marcelo Weisfred. Bonjour Marcelo. Bonjour, Oriane, merci je suis beaucoup ravi, moi aussi. d'être avec nous, chef adjoint du service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, on va parler des suites de l'attaque de Moscou. La France qui relève son niveau de sécurité. Le plan Vigipirate passe au niveau attentat. Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense hier soir. Et puis on parlera des Européennes. François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann ont lancé leur campagne ce week-end et tous deux ont ciblé Emmanuel Macron. Et Alex, le nouveau rendez-vous du lundi, il est consacré à ces Européennes. C'est votre journal de campagne. Et oui, dans ce journal de campagne, on parlera des derniers ralliements dans cette campagne des élections européennes. Une campagne dans laquelle s'est invité un certain Perfora. Et oui, vous verrez. Allez, on voit ça dans quelques instants. C'est parti pour ce club. Et la France repasse donc en niveau Vigipirate, urgence attentat après l'attaque terroriste de Moscou. Selon le gouvernement, la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat menace la France. L'attaque de Moscou est la plus meurtrière sur le sol européen revendiquée par l'État islamique. Adrien Pain. Une montagne de fleurs déposées devant cette salle de concert en banlieue de Moscou, théâtre d'une attaque terroriste le soir du 22 mars. C'est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années. Des Russes affluent par centaines pour rendre hommage aux victimes. Depuis 2 jours, je me rends compte que je ne vais pas bien. Je voulais venir rendre hommage, déposer des fleurs. J'étais ici le 22. J'ai miraculeusement réussi à partir. Nous étions assis dans le parterre. Je peux donc dire que nous avons également vécu cette expérience avec mon mari. Nous voulons honorer la mémoire de ceux qui sont restés pour toujours. Selon le dernier bilan, 137 personnes sont mortes dans cette fusillade suivie d'un grand incendie dans le Crocus City Hall. Une nuit dont quelques images publiées sur les réseaux sociaux témoignent de l'horreur. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Sur le sol européen, c'est l'attentat le plus sanglant revendiqué par le groupe djihadiste. Les 4 auteurs présumés ont été placés hier en détention provisoire. Moscou n'a toujours pas mis en cause l'État islamique. Les 4 auteurs de l'acte terroriste se dirigeaient vers l'Ukraine où, selon des données préliminaires, un passage avait été préparé du côté ukrainien pour leur permettre de franchir la frontière de l'État. De son côté, l'Ukraine dément tout lien avec l'attaque. Un massacre qui replace la menace terroriste au cœur des préoccupations en France. Emmanuel Macron a présidé hier soir à l'Elysée un conseil de défense sur l'attentat de Moscou et ses conséquences. Dans la soirée, Gabriel Attal a annoncé rehausser le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Yves, ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou, est-ce que ça nous rappelle que la menace de l'État islamique est toujours présente sur notre sol? Est-ce qu'on l'avait peut-être un peu oublié? Non, je pense pas qu'on l'ait oublié. Je pense pas. Ça, c'est une formule de journaliste. Hein. On l'a pas oublié. Les autorités publiques n'ont pas oublié. Simplement, vous savez jamais à quel moment ça vient, d'où ça vient. On sait que, et d'ailleurs, vous avez un article dans le Figaro aujourd'hui qui le dit, de Jean Kiki-Zola, qui montre que l'islamisme du Caucase, d'Asie centrale est très virulent, très présent, parce que vous êtes dans une zone géographique où il y a énormément d'ébullition politique, où il y a énormément de révoltes, soit contre les pouvoirs en place qui sont affidés à Poutine, soit dans des régions qui sont encore à l'intérieur de la Fédération de Russie et qui sont en butte à l'autoritarisme de Poutine et qui ne veulent pas, justement, pour certains d'entre eux, partir faire la guerre en Ukraine. Donc, non, on ne l'a pas oublié. Et la France a été trop meurtrie, si vous voulez. Je crois que c'est le pays d'Europe occidentale. 273 morts, 25 attentats depuis Mohamed Merah en 2012, qui a été le plus touché d'Europe. Donc, personne n'a oublié ça. Et il y a encore un professeur qui a été un enseignant, qui a été trucidé, si je me permettez l'expression, qui a été tué dans la cour de son établissement à Arras à l'automne. Donc, non, je crois que c'est présent. Simplement, on a, d'une certaine façon, c'est comme ça, on a appris à vivre avec. On a vu hier Emmanuel Macron qui a donc convoqué un conseil de défense, Gabriel Attal qui a annoncé que le niveau Vigipirate était rehaussé à son plus haut niveau, le niveau urgence attentat. Il y a une inquiétude au sommet de l'État, Marcelo. Alors, ils avaient déjà rehaussé juste après l'attentat d'Arras, avant de rebaisser d'un cran. Donc, en fait, ce qu'on craint, c'est les acteurs
acte terroriste projeté, comme on dit, c'est-à-dire la possibilité, on l'avait vu pour le Bataclan, d'envoyer des équipes venues de l'étranger. On n'est pas le schéma de la personne radicalisée qui se balade avec son couteau et qui fait des meurtres dans Paris. Non, la peur de quelque chose d'un peu plus sérieux. Et d'ailleurs ici, dans l'article que vous citiez, Yves, le 5 mars, une autre responsable d'ailleurs de la sécurité était venue au Sénat pour dire attention, ce type de projection peut avoir lieu, etc. à nouveau. Et notamment la grande crainte de l'exécutif, c'est que des actes comme ça sanglants et organisés aient lieu à l'occasion des JO. Et donc ça, c'est vraiment une des craintes, c'est comment on fait pour sécuriser des événements massifs. Alors on l'a vu au gré des mois, le gouvernement a baissé la jauge pour qu'il y ait de moins en moins de spectateurs, notamment pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, de façon à pouvoir sécuriser, parce que la crainte, l'obsession, c'est qu'on n'ait pas effectivement des attentats aux yeux du monde entier. Ouais, et c'est la question qui va occuper, on imagine, l'exécutif ces mois prochains, c'est comment sécuriser les Jeux Olympiques, qui seront la vitrine évidemment de la France cet été. Alors des Jeux Olympiques très singuliers, très particuliers, parce que la cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu dans une enceinte fermée, elle aura lieu sur la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le Trocadéro, avec beaucoup de monde, des délégations de plus de 150 pays. Et effectivement, comme le disait Marcelo, au début, il devait y avoir... ils ont déjà changé 2 fois la jauge. Il devait y avoir plus de 600 000 personnes, et maintenant c'est 300 000. Mais le problème, si vous voulez, c'est que comment sécuriser il y a environ 3 ou 4 kilomètres, comment sécuriser ce parcours alors que vous avez des immeubles d'habitation tout le long et que, rappelez-vous Dallas, 1963. Et dans une récente audition au Sénat, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'était longuement exprimé sur cette sécurité des Jeux Olympiques, et il avait expliqué que depuis des mois, en fait, les services de renseignement faisaient du criblage sur toutes les personnes qui allaient participer à l'organisation de cet événement, et que sur les personnes vraiment dangereuses, il y avait 800 personnes suivies quotidiennement car elles présentaient un risque pour les Jeux Olympiques. Et puis concernant le secteur de la sécurité privée de ces Jeux Olympiques, et bien sur les 90 000 bénévoles engagés pour sécuriser les Jeux Olympiques, et bien il a donné le chiffre de 250 personnes qui avaient été écartées au final par les services de l'État, dont 6 personnes fichées S. Ouais, et vous le disiez, Marcelo, évidemment, il y a la sécurité des Jeux Olympiques, c'est une préoccupation. On a aussi entendu parler ce week-end de menaces sur certaines écoles. C'était aussi peut-être l'objet du Conseil de défense hier soir. Oui, d'ailleurs, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Alors, ce qui est rare, d'ailleurs, c'est intéressant sur la scénographie. D'habitude, un Conseil de défense ne fait pas l'objet d'une communication derrière. Là, on a eu immédiatement un tweet du Premier ministre, donc vraiment la volonté aussi de montrer que ce qui est arrivé peut arriver, ou en tout cas ne pas être pris à défaut si jamais quelque chose de dramatique venait à arriver en France, qu'on puisse dire l'exécutif n'a pas été à la hauteur, il a été sourd, il a pensé que ça arriverait chez les autres et pas ici. Donc il y a un certain nombre de décisions, et là il y a des réunions qui sont en cours en ce moment pour justement faire en sorte que le niveau de sécurité soit rehaussé dans les écoles, et notamment aussi de se prémunir un certain nombre de cyberattaques en direction des établissements scolaires. Allez, on va parler des européennes. C'est notre nouveau rendez-vous du lundi, une page spéciale consacrée à cette élection. Et à 80 jours des européennes, 2 candidats ont officiellement lancé leur campagne ce week-end. François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Raphaël Glucksmann pour les Socialistes. Tous deux refusent le duel annoncé et ciblent Emmanuel Macron. Samia Dechir. Il a le vent en poupe. Dans la course aux élections européennes, Raphaël Glucksmann est largement en tête à gauche. Crédité de 9 à 13% des voix dans les sondages, le fondateur de Place Publique allié aux socialistes a officiellement lancé sa campagne hier. Devant 2000 militants rassemblés à Tournefeuille près de Toulouse, il a dénoncé l'indolence des dirigeants européens face à Vladimir Poutine, appelant à fournir plus d'armes à l'Ukraine. Quand vous entendez certains dire que parce que je prône la fermeté, je suis un bat-en-guerre, il faut leur répondre que la seule voie vers la paix, c'est précisément la fermeté. Et que chaque capitulation, chaque recul, loin d'acheter la paix, rapproche
la guerre de chez nous. La droite a elle aussi donné le coup d'envoi de sa campagne ce week-end. À la peine dans les sondages, François-Xavier Bellamy est pris en étau entre Renaissance et le Rassemblement national, largement en tête de la course. Alors la tête de liste LR a tiré sur le camp présidentiel, comme sur l'extrême droite. Chers électeurs de droite, qui avaient cru au macronisme, c'est le moment de voir enfin ce qu'ils ont fait de vos voix. Ils ont voté pour les normes, les contraintes. Et le RN, où était-il? Ailleurs aussi. Ces élus n'auront pas, en 10 ans, déplacé une seule virgule dans un seul texte européen. François-Xavier Bellamy est aujourd'hui crédité de 7 à 8% d'intention de vote. Dans ces élections, il faut rassembler au moins 5% des voix pour faire élire des députés au Parlement européen. Allez, on commence par Raphaël Glucksmann. Yves, on l'a entendu, Raphaël Glucksmann qui a notamment parlé d'Ukraine pour dire qu'il fallait être ferme face à Vladimir Poutine. L'Ukraine, ça va être un sujet de campagne? C'est nécessairement un sujet de campagne parce que c'est la guerre aux portes de l'Europe, j'ai envie de dire dans l'Europe, puisque l'Ukraine est dans l'Europe, elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est là. Et il y a plusieurs sujets qui sont réveillés par l'Ukraine. D'abord, est-ce que il faut aider et jusqu'à quel point militairement l'Ukraine? Est-ce qu'il faut accepter l'Ukraine dans l'Union européenne? C'est un sujet majeur. À l'intérieur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Ukraine, c'est aussi un sujet sur le plan agricole, sur le front agricole, parce que comme vous le savez, on a pris des dispositions qui sont plutôt assez favorables à l'agriculture ukrainienne et qui défavorisent leurs concurrents européens. Et puis c'est aussi un sujet, je dirais, plus global face à Poutine, face au terrorisme, face à l'immigration. Tout ça a ressurgi à cette occasion-là. Donc, évidemment que c'est un sujet qui est très important. Et le discours de Glucksmann est assez adapté, d'ailleurs, à cela. Au-delà de ça, ce qui me fait sourire, moi, quand je vois Glucksmann et Bellamy, c'est de voir qu'ils se disputent les oripeaux, finalement, de la fin du macronisme. Enfin, Macron ne sera plus là dans 3 ans. Et on essaye vous savez, on est dans un parc national au fin fond de la Tanzanie. Et puis vous avez les vautours qui viennent essayer d'arracher ce qui reste du macronisme. Je ne sais pas s'ils ont les discours adaptés pour ça, on verra. On va voir si Marcelo partage l'image. J'essaye de l'imaginer d'abord. Alors, en fait, il y a vautour dans plusieurs directions, parce que Glucksmann ne vise pas uniquement les macronistes de gauche déçus. Il se dit aussi qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui commencent à être effarouchés par l'attitude agressive de Jean-Luc Mélenchon à récupérer, qu'il y a des écologistes, d'habitude les écologistes cartonnent dans ce type d'élection, mais là, pour l'instant, ils ont une tête d'affiche qui a du mal à imprimer, donc il se dit qu'il y a quand même plusieurs fronts ou plusieurs... parcs zoologiques, je ne sais pas comment faudrait dire, Yves, sur lesquels il peut viser. Et de l'autre côté, on a un Bellamy qui a surtout intérêt à regarder sur sa droite parce que c'est de ce côté-là que les transferts sont le plus dangereux pour lui. Raphaël Glucksmann, sur l'Ukraine, c'est assez intéressant parce qu'il a le même positionnement qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il demande de livrer davantage d'armes à l'armée ukrainienne. Ça correspond au sursaut stratégique évoqué par Emmanuel Macron avec cette option qui n'est pas exclue pour le président d'envoi de troupes au sol. Mais cette position sur l'Ukraine, elle peut avoir effectivement des buts différents car Raphaël Glucksmann, il vise plutôt la gauche et des partis comme la France Insoumise ou les communistes qui se disent plus pacifistes et qui croient à une solution diplomatique avec Vladimir Poutine. Raphaël Glucksmann n'y croit pas et donc c'est pour ça qu'il défend cette mais hier, il a clairement fustigé cette ligne hier dans son discours. C'est-à-dire qu'il a attaqué la France Insoumise sans jamais vraiment les nommer. Marcelo parlait de Bellamy qui se tournait vers sa droite. La position de Bardella et de Le Pen est la même que celle de LFI, de la France Insoumise. Les deux extrêmes face à Poutine et face à la Russie, finalement, ont à peu près le même discours, en disant il faut chercher le dialogue, il faut chercher la paix. Mais la paix à quel prix? Quand vous savez ce que c'est que la paix avec un homme qui ment, avec un homme qui l'a vu, on a encore vu ce week-end,
qui n'est que mensonge à tout point de vue. Donc c'est là où c'est intéressant. Ça va être intéressant de voir comment les Français réagissent à finalement deux lignes. Une ligne qui est une ligne d'aide à l'Ukraine, qui est celle de Glucksmann, qui est celle de Macron, qui est peut-être celle aussi de Bellamy d'ailleurs, et puis une ligne qui est beaucoup plus complaisante vis-à-vis de la Russie. Ouais, il a clairement acté la rupture à gauche, en tout cas sur cette question européenne et sur cette question de l'Ukraine hier dans son meeting, Raphaël Glucksmann. Oui, il en fait vraiment, l'Ukraine permet de faire un clivage avec. Donc c'est vraiment l'étape. On a une cristallisation de la crise qui était antérieure sur la NUPES. C'est-à-dire que là, réellement, il pousse les feux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un meeting à Toulouse. Toulouse, c'est vraiment le bastion. En général, les socialistes terminent leur campagne à Toulouse, devant en général tous les éléphants, tous les caciques du Parti socialiste. Donc là, c'est vraiment une façon de faire bloc, mais de faire bloc sur une thématique qui est une thématique de quasi-rupture ou de rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois, puisqu'Olivier Faure, il ménageait un peu la chèvre et le chou. Il était un peu ambigu. Il était critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, tout en conservant une sorte de cordon ombilical. Donc là, c'est intéressant ce qui se passe. Et puis, l'Ukraine lui permet aussi de marquer une certaine différence avec Emmanuel Macron, non pas dans le soutien à l'Ukraine, ça vous l'avez bien souligné, mais par le fait qu'il dit, moi, Raphaël Glucksmann, je suis cohérent. Sous-entendu, le chef de l'État, lui, il a fait des zigzags. Et c'est vrai que sur la question du conflit avec la Russie, le chef de l'État, à un moment, souvenez-vous, des positions que sur Vladimir Poutine, au début, c'était il ne faut pas l'humilier. Il ne faut pas l'humilier. Aujourd'hui, on est passé dans un registre totalement inverse. Donc, c'est une façon pour Raphaël Glucksmann de revendiquer quoi? La cohérence. Ouais, un mot sur François-Xavier Bellamy, on l'a entendu, il en appelle aux électeurs de droite. Comment il fait pour trouver sa place entre d'un côté le RN et de l'autre Emmanuel Macron? C'est tout le sujet, c'est compliqué pour lui. La force de François-Xavier Bellamy, s'il arrive à faire passer le message, c'est de dire je fais ce que je dis. Ce qui n'est pas le cas du tout du Rassemblement national, qui a un discours à Paris et un autre discours à Bruxelles, ce qui n'est pas toujours le cas non plus de la majorité présidentielle, qui est très souvent plutôt à gauche. Et d'ailleurs, il a insisté là-dessus. Ouais. Le camp présidentiel était plutôt à gauche quand il était à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc, Bellamy, il a la difficulté de se démarquer à la fois. Il est pris en tenaille. Il faut qu'il arrive à se démarquer à la fois de Zemmour, enfin de Marion Maréchal et de Bardella, et aussi parce que là, il a quand même un gros bataillon de lecteurs qui sont partis chez Macron, et donc il faut qu'il essaye d'en récupérer là. Le challenge, c'est qui tout double, c'est pour les Républicains. Ils peuvent mourir. Cette élection peut être le cercueil des Républicains. Alors la difficulté, c'est de se distinguer du Rassemblement national, parce que sur Macron, les arguments sont l'argumentaire est assez clair, mais sur le Rassemblement national, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, dans ce meeting, Céline Imard, numéro 2 de la liste, elle a fait un peu polémique en disant qu'elle revendiquait le fait qu'en 2022 et en 2017, elle n'avait voté elle n'avait voté à ces deux élections elle n'avait pas voté pour Emmanuel Macron. Sous-entendu, elle avait voté soit blanc, enfin soit elle s'est abstenue, soit blanc, soit pour Marine Le Pen lors du second tour. Et ce matin, dans une interview matinale, François-Xavier Bellamy ne voulait pas répondre à la question qui lui était posée de savoir pour qui il avait voté au second tour de 2022. Il a dit que c'était pas pour Emmanuel Macron, mais il a refusé de dire si c'était pour Marine Le Pen, ce qui veut dire que la question de la digue avec le Rassemblement national, elle est quand même difficile à tenir pour cette équipe. Allez, justement, on va parler du Rassemblement national, votre journal de campagne, Alex, le Rassemblement national qui engrange le ralliement du week-end. Et oui, l'essayiste Malika Sorel-Sutter, l'une des figures intellectuelles de droite, auteure du livre La décomposition française en 2015, eh bien, elle a annoncé qu'elle sera numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. En 2009, on le rappelle, elle avait été nommée par Nicolas Sarkozy membre du Haut Conseil pour l'intégration. En 2017, elle avait soutenu François Fillon et dans son interview ce week-end au journal Le Figaro pour justifier son ralliement au RN, eh bien, elle explique, je la cite, « Depuis 2017, je suis orpheline. Je n'ai pas trouvé chez les LR de personnalité qui ait suffisamment de courage politique pour redresser la France et bâtir l'Europe des nations et des peuples qui s'imposent. » Fin de citation.
Yves, c'était dans le Figaro. C'est un bon coup politique de la part de Jordan Bardella? Oui, moi je me méfie de tout ça. Vous savez, Malika Sorel, je ne sais pas si elle est très très connue. Elle est connue d'un petit cercle qui s'intéresse aux problèmes d'intégration, un petit cercle intellectuel. Je ne sais pas si elle est très connue. C'est comme la mode là qui consiste à aller chercher des généraux maintenant. Je crois que c'est aussi ce que cherche à faire peut-être la majorité présidentielle. Il y a une candidature du général Trinquant, nous apprend le site Politico. Ouais. Mais bon, on va voir si ça prend tout ça. Moi, je pense que... Mais ça participe pas à la banalisation du Rassemblement national, le fait qu'il rallie des figures comme ça? Non, écoutez, soyons quand même honnêtes, cette banalisation, comme vous dites, je ne sais pas si c'est une banalisation, mais le Rassemblement national n'a jamais été crédité de tels sondages à quelques mois de l'élection européenne. Vous me direz, souvent ces sondages sont très favorables, et puis la réalité est un petit peu différente, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, quoi qu'il fasse, le Rassemblement national, qui reste un mouvement de protestation, je le dis, même si les convaincus sont de plus en plus nombreux, c'est le mouvement qui monte. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été aux affaires. Pourquoi? Parce que les élections européennes, je suis désolé de vous le dire, mais personne ne sait ce que fait le Parlement européen. En tous les cas, c'est pas très précis dans la tête des gens. Et donc, c'est vraiment une élection défouloir. Et donc, le Rassemblement national peut faire ce qu'il veut. De toute manière, il a le vent en poupe. À l'inverse, c'est un coup dur pour les LR, ce ralliement de Malika Sorel? Alors Éric Ciotti a réagi vivement, il a dit quand même c'est de l'opportunisme, etc. Donc ça c'est vrai qu'il avait déjà eu à gérer, ça pique, d'autant qu'il y avait eu déjà le transfert ou la transfuge Rachida Dati de l'autre côté. Donc ça fait quand même un moment qu'il y a qui se fait comme ça piquer des pièces de son puzzle. Donc ça c'est vrai que c'est rageant. Mais je rejoins Yves au sens où c'est pas ça qui va être déterminant. Ça envoie un petit indice, mais est-ce qu'on va en parler très longtemps? C'est pas sûr. C'est pas une personnalité très connue et surtout c'est une élection où ça s'emballe à la fin, dans les derniers jours, et où il faudra parler aussi du programme. Or, pour l'instant, on ne parle quasiment pas du programme. Alors, petite nouveauté, François-Xavier Bellamy, il vient de dire, bon, moi, je suis pour une police européenne contre la drogue. On commence à avoir des embryons sur le programmatique. Mais pour l'instant, on ne parle pas. Tout le monde condamne son voisin, tout le monde montre du doigt, toi, t'es méchant, etc., ou sort des petites prises de guerre. Mais il y a un moment où le débat se fera quand même sur des propositions. On n'en est pas là. Oui, le débat est beaucoup dans la défensive et pas dans l'offensive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites. Moi, j'étais très étonné du discours de Bellamy. Enfin, pas très étonné, parce qu'en fait, après tout, c'est comme ça. Mais le discours de Bellamy, c'est un discours où il ne fait que dire ce qu'il ne ferait pas. C'est-à-dire ce que font les autres. On en est là. Il n'y a pas vraiment une conception de l'Europe qui soit très précise chez les uns et les autres. Et Gabriel Attal à Lille, pour le premier meeting de Renaissance, il a passé son temps à taper sur le RN. C'est-à-dire pour l'instant, personne ne se définit positivement pour créer un enthousiasme. Un peu plus Raphaël Glucksmann, qui lui, hier, a défini son Europe sur plusieurs points. L'autre info de ce week-end, Alex, c'est officiel. La majorité a un partenaire de plus. Et oui, ce nouvel allié, c'est l'UDI, le parti centriste. Le Congrès national de l'UDI a adopté samedi la motion de soutien à la liste de la majorité présidentielle aux européennes emmenée par Valérie Ayé. L'idée est de renforcer le camp de ceux qui sont pro-européens, clairement, et qui ne font pas preuve d'euroscepticisme. Et puis l'objectif aussi pour l'UDI, c'est de lutter contre la montée du RN d'ici à 2027. On va écouter le président de ce parti, Hervé Marseille, également président des sénateurs centristes. Notre job, avec les idées qui sont les nôtres, c'est quand même de faire obstacle à ce que Mme Le Pen soit élue présidente de la République. Je pense que c'est quand même un objectif que des démocrates, que des centristes doivent avoir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'associe avec d'autres démocrates, avec d'autres républicains, avec tous ceux qui pensent comme nous, parce qu'il va falloir s'organiser pour empêcher ça. Marcelo. Ah pardon, et puis juste le job d'Hervé Marseille, maintenant, ça va être de négocier des bonnes places pour les candidats UDI sur la liste de Valérie Ayé. Et Marcelo, est-ce que ces européennes, elles actent la constitution d'un grand bloc central en vue de 2027 ? Alors, c'est vrai que derrière, on aura cette question-là, et c'est vrai que c'est les grandes manœuvres, mais c'est vrai qu'on avait... C'est pas une surprise
que l'UDI rejoigne ce bloc central. On l'avait vu, ne serait-ce qu'ici au Sénat il y a quelques jours sur le vote sur le CETA, où cette formation s'est jointe à la position qui était la position de l'exécutif. Mais là il y a une logique. L'UDI en 2019 avait fait à peu près 2,9%. C'est une élection à un tour. Il faut être on peut pas. C'est très difficile pour les petites formations de pouvoir incarner quelque chose. Là il y a une ligne pro-européenne qui s'incarne un peu logiquement, et derrière il y aura effectivement la question du bloc central pour lequel il y a plusieurs options qui sont ouvertes, parce qu'en fait personne ne sait qui va l'emporter. Ça va être la compétition qui normalement doit s'ouvrir juste après les européennes, et on constate qu'elle s'ouvre en fait un peu avant. On voit Bruno Le Maire qui part, on voit Yael Braun-Pivet qui, dès qu'elle peut, y compris dans vos colonnes samedi, essaye de se démarquer sur la proportionnelle, sur les impôts des riches, etc. pour essayer. Voilà, ça va être la course des petits chevaux commence un peu prématurément. Oui, effectivement, elle commence un petit peu avant. Bon, elle va être manifestement très, très intense à partir du mois de juin. Bon, ça va être une course de petits chevaux. Ils vont être une dizaine là, à cavaler dans la pampa électorale, et ils vont s'entretuer. Et le problème, c'est que si ils s'entretuent pendant longtemps, Madame Le Pen aura un fauteuil et un tapis rouge qui sera déroulé pour elle. C'est à peu près ce qui est écrit. Et si c'est le cas aussi, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon n'a pas tiré toutes ses cartes, et que les cartes qu'il tire sont peut-être pas aussi mauvaises que les sondages veulent bien le dire, eh bien on pourrait se retrouver avec un deuxième tour assez étonnant. On va regarder le sondage, c'est un sondage qui est paru ce matin dans le Figaro, Yves, qui conforte Jordan Bardella. Ça limite les dégâts pour la majorité présidentielle, oui, et derrière il y a un peu un écart. Le camp présidentiel remonte de 2 points, je crois savoir. Ouais. Avant. Oui, mais vous savez, 2 points, on est dans la marge d'erreur. Hein. C'est pas. Ce qui est sûr, c'est que l'avance est très confortable pour le parti de Madame Le Pen, et on s'aperçoit que si on fait des comparaisons avec d'autres pays européens, je crois que la France est le pays où la liste qui est en tête a une telle avance. Je crois que c'est le pays en Europe où l'avance du leader est aussi forte, c'est vous dire. Ouais. Et alors, pour rattraper son retard, la majorité présidentielle est en campagne, et Gabriel Attal, alors lui, il donne de sa personne. C'est la séquence insolite du week-end. Et oui, le Premier ministre faisait du porte-à-porte avec sa tête de liste Valérie Ayé pour défendre la liste de la majorité présidentielle. Et puis, dans ce porte-à-porte, il est tombé sur un personnage inattendu. Oula, bonjour. Bonjour, chérie, on a un problème. Bonjour d'abord, excusez-moi, ça représente de me voir ici. On est chez le père Fouras. Oui, je vois. Bonjour. Bonjour, désolé de vous déranger. Salut. Ici. Mais on vient pour faire le... Valérie, enchantée. Bonjour, enchantée. Bonjour. C'est notre candidate pour les élections européennes, Valérie Ayé. Ah oui, d'accord. Et on vient faire du porte-à-porte. Alors, c'est peut-être pas le bon moment si vous faites la fête d'anniversaire, mais... Non, les enfants, venez. Salut. Bonjour. On a un invité surprise, des invités surprises. Voilà, Gabriel Attal qui est arrivé en plein goûter d'anniversaire déguisé. Alors, malgré sa rencontre avec le père Fouras, eh bien, il n'a toujours pas résolu l'énigme qui lui permettrait de rattraper le RN dans les sondages. Ah ouais, il n'y a pas donné la clé, le père Fouras. Non, ce qui est génial, c'est que cette séquence qui est cocasse, évidemment, Gabriel Attal l'a mis sur son compte Twitter. Parce que pourquoi il est rompu aux techniques de com un peu modernes. Il sait très bien qu'elle fait buzzer, elle est sympathique, on en parle, etc. Puis ça montre que lui, du coup, il est en train de faire du porte-à-porte. Donc ça c'est plutôt rigolo, c'est une image très sympa. Mais on avait, nous, un journaliste qui suivait Gabriel Attal lors de ce porte-à-porte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui lui ont demandé, lors de ce porte-à-porte, oui, mais ok, c'est quoi votre programme? On revient à la question du programme, et on sait toujours pas. Et deuxièmement, Valérie Ayé, qui est à côté, là, donc la tête de liste, elle a dit un moment à Gabriel Attal, mets-toi devant le lecton. Sous-entendu, si tu veux qu'on ouvre la porte, toi t'es connu, moi pas du tout, vas-y, quoi. Donc on voit bien les 2 défis qui attendent cette liste. Merci à tous les deux. À très vite, j'espère, pour suivre cette campagne des Européennes. Vous restez avec nous, on regarde qui est à la une de nos quotidiens régionaux. Alex, on parle des suites de l'attentat de Moscou, c'est à la une de la Dépêche du Midi.
Et oui, un attentat qui est revendiqué par l'État islamique, mais Vladimir Poutine préfère pointer la responsabilité sur Kiev. D'où cette question à la une de la Dépêche du Midi. Comment Poutine va se venger? Le président russe a affirmé qu'un passage avait été préparé du côté ukrainien pour permettre aux terroristes de franchir la frontière. Il refuse de publier la revendication de l'attentat par l'État islamique. Et en réaction, le ministre français de l'Europe, Jean-Noël Barrot, a appelé, je cite, à ne pas instrumentaliser cet attentat. Et dans cette période inquiétante pour la sécurité de l'Europe, la dissuasion nucléaire française entre dans une nouvelle ère. Et oui, la France a lancé la semaine dernière à Cherbourg la construction du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération avec la découpe de la première tôle de ce sous-marin sur le chantier de l'entreprise Naval Group. À partir de 2035, 4 sous-marins de ce type, plus discrets et plus furtifs, vont remplacer progressivement leurs prédécesseurs, le Terrible, le Téméraire, le Vigilant et le Triomphant. Ces nouveaux sous-marins nucléaires sont de véritables mastodontes des mers, 147 mètres de long, 15 000 tonnes, avec à l'intérieur 100 000 appareils à installer et des centaines de kilomètres de câbles et de circuits électriques impressionnants. Et ces sous-marins de nouvelle génération seront accueillis dans la base de l'île Longue à Brest. On parle des européennes aussi dans la presse régionale. Paris-Normandie s'intéresse au rôle que joue l'Union européenne dans la région normande. Et oui, l'Union européenne peut être perçue de manière assez lointaine par certains citoyens, alors qu'elle a un impact concret sur le terrain, avec de réels investissements dans les territoires. Pour la seule région Normandie, l'Union européenne injecte 410 millions d'euros dans le développement de l'agriculture et de la ruralité, 190 millions d'euros dans la formation professionnelle et l'insertion sociale, 150 millions dans la recherche et innovation des entreprises, et puis 120 millions d'euros dans la transition écologique. Voilà, ça sert à ça, l'Union européenne. Allez, pas de Ligue 1 ce week-end, mais vous nous parlez de tennis de table. Eh oui, un peu de tennis de table pour changer, avec le phénomène des frères Lebrun à la une du journal Le Midi Libre. Les deux frères montpelliérains sont les nouveaux prodiges du tennis de table mondial. Alors, ils viennent d'être ce week-end sacrés champions de France en double et ils se sont affrontés hier en simple. Un duel de frères qui a été gagné par l'aîné Alexis qui, pour le moment, l'a toujours emporté contre son cadet Félix, âgé de 17 ans, qui était en larmes hier après sa défaite. Alors leur passion pour le tennis de table a commencé dans le garage de la maison familiale à Lansargues dans le département de l'Hérault. Et puis on espère que cette passion prendra un nouveau tournant avec une médaille aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis le tennis de table est décidément une affaire de famille puisque les dernières nouvelles d'Alsace font leur une sur les sœurs Lutz qui se sont affrontées également ce week-end en finale du championnat de France. Victoire de Camille sur Charlotte Lutz. Merci Alex. On regarde vos unes, la une du Figaro. Yves, frappé par Daesh, Poutine détourne sa riposte contre l'Ukraine. Oui, là, c'est évidemment sur l'Ukraine et ses conséquences. Savoir s'il n'y a pas trop de doute qu'il est probable que l'offensive de Poutine en Ukraine se durcisse. Et la une du Parisien aujourd'hui en France, Marcelo, c'est alerte aux fausses pubs sur Internet. Oui, c'est un phénomène de société qui se développe beaucoup et puis on fait un focus aussi sur Gabriel Attal. C'est sa semaine, Macron ne sera pas là, il est très loin. Et il va... Vivre dans votre journal. Merci beaucoup Marcelo, merci Yves d'avoir été avec nous. Merci Alex, à demain. On se retrouve demain et à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée.